Nous sommes en Chine, à Duan, dans la province autonome du Guangxi. En ce jour de novembre 2012, les habitants de ce village de 80 000 âmes ne se rendent pas compte qu'ils ratent un événement étonnant. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de là, dans l'un des nombreux lacs, plus exactement dans l'un des nombreux regards de la région, la plus profonde plongée spéléologique de Chine va être effectuée. 122 mètres, dans un lac. Pour couvrir l'événement, une équipe de télévision a été envoyée prête à interviewer ces nouveaux aventuriers. Des explorateurs qui ne sont ni du gouvernement populaire chinois, ni membres alliés russes et encore moins scientifiques américains. Non, la plus profonde plongée effectuée sur le territoire chinois dans une source a été établie par 2 Français, un pré-retraité et un ancien architecte d'intérieur. Tout a commencé en avril 2010. Sébastien Lissarag, membre passionné d'une association de plongeurs spéléologues, tombe sur un mail intrigant de Jean Bottazzi intitulé « Trou blanc, trou bleu ». Ce mail lui indique la présence potentielle de nombreux trous d'eau, des regards donc, dans une région agricole chinoise délaissée par le gouvernement central et le tourisme. Après quelques recherches infructueuses, Sébastien se décide à aller faire un repérage sur place et en famille. À sa grande surprise, il sera entièrement pris en charge par les autorités locales, l'accueillant comme un expert international. Et pendant quelques jours, ils vont sillonner la région à la recherche de sites naturels, résurgences, grottes ou trous d'eau isolés. Guidés par M. Wang, ils vont découvrir une multitude de sites qui suggèrent l'existence d'un réseau de rivières souterraines gigantesques, vierges de toute exploration. De retour en France, Sébastien réunit les membres de son association de plongeurs spéléologues, les Bullmaniacs. Après un débriefing bien arrosé, il décide d'organiser une expédition à l'autre bout du monde. Ce sera l'occasion de retourner en Chine et de voir s'il est possible d'y acheminer le matériel de plongée nécessaire afin d'évaluer la taille et l'accessibilité du réseau de rivières souterraines. Après plusieurs mois d'intense préparation, l'équipe prend donc l'avion en octobre 2011. À leur arrivée, un véritable comité d'accueil représenté par la charmante Mandy les assomme d'informations, de nourriture et d'alcool. Premier choc. Le lendemain, autant déboussolée par le décalage horaire que par le gueuleton de la veille au soir, l'équipe est amenée en visite dans la région. Deuxième choc, celui des cultures. Malgré tout ce qu'ils ont vu et lu sur la Chine, la surprise est totale. Rien n'est familier. Se promener dans cette province agraire chinoise est un étonnement de chaque seconde. Les scènes de rue, les regards amusés qu'on leur porte, l'ambiance sonore, tout est nouveau, tout est surprenant. Les Français tombent aussi des nues devant l'ampleur du changement qui est en cours. Les routes sont en construction, empruntées par des attelages aussi énigmatiques que bruyants. La modernité fait son apparition partout, même dans les lieux les plus inattendus. Et enfin, troisième choc. Cette première tournée de prospection apprend à nos spéléologues que chaque site est vierge de toute exploration. Pour les villageois, ces résurgences sont source de vie et servent de lavoir, de lave-vaisselle géant ou tout simplement de piscine à ciel ouvert. Mais l'équipe française découvre que ces différents sites sont aussi empreints d'histoire et de mythes. Ainsi, à la demande des riverains, le fil d'Ariane, ce guide indispensable à tout plongeur afin de retrouver la sortie de la grotte, ne doit jamais sortir de l'eau, car il pourrait être un accès pour tous les fantômes malfaisants et toutes les maladies qui ont été noyées. Sous l'eau, des débris de vaisselle, restes d'offrandes, côtoient une faune riche. Nos aventuriers auront même la chance de rencontrer une variété de méduses d'eau douce que l'on pensait disparues. Dans le silence des profondeurs, aucun esprit malfaisant, aucun fantôme et aucun rocher en forme de buffle, car selon la légende, c'est sous cette forme animale que l'esprit de l'eau apparaît aux hommes lorsqu'il veut leur parler.
Quand les plongeurs sortent de l'eau, c'est avec un mélange d'amusement et de pieuse fascination que les villageois découvrent toutes ces images sous-marines, révélatrices d'un monde inconnu pour eux et pourtant à portée de main. Partout où ils plongent, partout où ils passent, la réaction est la même. Curiosité, amusement et aussi émotion devant le fait que de lointains occidentaux s'intéressent à leur eau, donc à eux. Ces gens ne font qu'un avec la source qui les a vus naître. Elle étanche leur soif, elle les nourrit, les soigne parfois, et elle recevra des offrandes le jour de leur mort. Émus, touchés par ces rencontres, les spéléologues y trouvent une motivation supplémentaire pour continuer leurs explorations jour après jour. Tandis qu'en journée, les explorations et les découvertes continuent, chaque soir, des liens se tissent entre les explorateurs et l'équipe chinoise qui les accueille et les guide. Des soirées durant lesquelles le terme d'échange culturel prend tout son sens. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. C'est par une réunion officielle que se termine ce premier séjour. Les Français sont invités à décrire par le menu l'étendue de leurs explorations et découvertes aux représentants du gouvernement régional. Pendant plus d'une heure, grâce à la traduction simultanée de Mandy, les spéléologues décrivent tout. Fossiles, poissons, méduses d'eau douce, tout est détaillé, vidéo et graphique à l'appui. En conclusion, les Français expliquent que la multitude des lieux explorés et leur dimension extraordinaire confirment l'existence d'un réseau de rivières souterraines parmi les plus vastes au monde. À la fin de cette réunion, le président de la région leur annonce solennellement que grâce à eux, la vallée ne sera pas industrialisée, mais au contraire préservée et mise en valeur par le biais d'une réserve naturelle d'intérêt géologique, un géoparc. Les spéléologues tombent des nues, jamais ils n'auraient imaginé l'importance et les conséquences de leur expédition pour la région. Émus, ravis, Chinois et Français se congratulent cette merveilleuse nouvelle et la fin de leur séjour seront fêtés comme il se doit par un banquet gargantuesque émaillé de chants traditionnels et une soirée karaoké mémorable. Et dès le lendemain, retour en France avec une belle gueule de bois.
Une fois rentré en France, l'année 2012 commence sur les chapeaux de roue par le salon annuel de la plongée, durant lequel Pierre-Éric de Seyne tient une conférence sur l'aventure de Duan. Pour l'occasion, toute une délégation d'officiels chinois a fait le déplacement. Sont présents le président de la région, le responsable du tourisme, un consultant politique et un investisseur, accompagnés comme il se doit par leur interprète, l'ange gardien des spéléologues, Mandy. Leur présence à Paris leur permet également de parler d'avenir avec toute l'équipe. En effet, durant le premier séjour, les nombreuses plongées effectuées ont permis de confirmer l'intérêt majeur de la géologie de la région. Mais devant l'échelle exceptionnelle du réseau de rivières souterraines de Duan et sa profondeur, il faudra employer de nouvelles techniques de plongée plus pointues pour continuer l'exploration. Forts de l'expérience de leur premier séjour, les Bullmaniacs préparent intensément la prochaine expédition en effectuant leur entraînement dans les rivières souterraines du Lot, en France. Et après 6 mois d'intense préparation, c'est enfin l'heure du nouveau départ. En 1 an, la ville et la vie ont changé. Les chemins de terre sont devenus des routes bitumées, le nombre de voitures a été multiplié par 2, des immeubles ont poussé comme des champignons et des feux tricolores ont fait leur apparition un peu partout dans la ville. Une fois sur place, l'équipe ayant toujours l'exigence de sécurité va repérer le caisson de recompression acheté à la Russie par l'hôpital local. Bien que semblant dater de la guerre froide, le caisson fonctionne très bien et est même équipé d'un lecteur MP3 dernier cri, utile pour tromper l'ennui pendant les longues phases de traitement. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe qui pensait ne pouvoir compter que sur elle-même en cas d'accident de décompression, risque toujours présent lorsque l'on s'immerge à grande profondeur. Cette année, les 2 premiers jours sont consacrés à la préparation du matériel et la confection des gaz respiratoires sous la houlette d'Hervé, ingénieur en sûreté nucléaire dans le civil. Son expérience dans la gestion des risques sera un atout car l'erreur n'est pas permise. C'est ce qu'ils vont respirer sous l'eau et donc leur vie qui est en jeu. Au terme de ces 2 jours, tout est prêt, l'aventure peut se poursuivre. Les villageois sont ravis de les revoir et les plongées vont bon train. Mieux équipée, mieux organisée et surtout mieux acclimatée, l'équipe va plus vite et plus loin cette année. Les recycleurs qu'ils utilisent leur permettent des immersions beaucoup plus longues et beaucoup plus profondes. En quelques jours, plusieurs centaines de mètres de grottes sous-marines sont déflorées. Après ces premiers jours de rodage, le matériel s'avère être fiable, la confiance est là, et l'équipe décide qu'il est temps de procéder à une plongée à laquelle ils rêvent depuis longtemps. L'exploration de la source principale de la grande rivière de Duan. Elle nécessitera la mobilisation de tous pour que 2 plongeurs de pointe puissent faire ce qu'aucun ne peut faire individuellement, partir à l'inconnu vers les grandes profondeurs, sans doute au-delà des 100 mètres pour trouver, ils l'espèrent, un accès à la grande rivière souterraine. Et nous voici de retour là où nous avions démarré ce film, en ce jour de novembre 2012.
En un an, la communication autour des plongeurs français a fait son chemin et c'est avec surprise que les spéléologues voient arriver ce jour-là une équipe de télévision. Excités, mais concentrés, les 2 Français désignés par l'équipe pour cette exploration se préparent. Pendant ce temps, Michel et Sébastien sont sous l'eau. Ils confirmeront que tout l'équipement de sécurité est bien positionné et opérationnel. Hervé, directeur de plongée, donne alors son feu vert. Le grand moment est arrivé. Serge et Pierre-Éric partent vers l'inconnu. Jusqu'à moins 60 mètres, Sébastien les accompagne pour les filmer progressant dans les profondeurs de la Terre. Les plongeurs retrouvent la bobine de fil, ce guide laissé 2 jours plus tôt lors d'une plongée de préparation. Ils continuent de descendre. Moins 90 mètres. La suite de la grotte est toujours verticale. La paroi défile lentement sous leurs yeux. C'est à moins 110 mètres qu'ils verront enfin s'ouvrir devant eux une large galerie partant à l'horizontale vers le nord-ouest. Un courant puissant y est perceptible et indique clairement que le lac de Daxing est une exurgence de la rivière souterraine dont la source est située plus loin, en amont de la vallée. Après être descendu jusqu'à moins 122 mètres, la limite de sécurité que l'équipe s'était fixée, les plongeurs entament leur remontée. Ils n'ont fait qu'effleurer les mystères de Daxing, laissant derrière eux matière à de prochaines expéditions. En surface, tout le monde attend dans un mélange d'angoisse et d'excitation. Pour limiter les risques, il a été convenu que le temps passé au fond serait court. Ainsi, le retour des plongeurs au palier est attendu une demi-heure après leur départ. Ils seront bien au rendez-vous et leurs amis viendront les assister pendant une longue phase de 2h30 de décompression. Trois heures après être partis, ils font enfin surface. Et c'est avec une joie intense que les 2 plongeurs annoncent avoir découvert le fameux départ de la rivière souterraine, dont les dimensions sont à l'échelle du pays, gigantesques. Mission accomplie. Cette expédition aura été une nouvelle fois couronnée de succès. Tous les objectifs auront été remplis, voire dépassés. Désormais, la voie est pavée pour de futures grandes expéditions qui lèveront les mystères de Douane. Cerise sur le gâteau, de retour en France, nos aventuriers apprendront que leur plongée à Daxing s'avère être la plus profonde jamais effectuée dans une grotte chinoise. Moins 122 mètres, record battu. Cerise sur la cerise, leurs aventures et les photos prises durant leur séjour feront l'objet d'un article dans le National Geographic, rêve de tout explorateur.